avec une suite de pièces qui renvoie à tout un rituel, le rituel de recevoir, salon qui s'ouvre sur la salle à manger, enfin, donc un dispositif bourgeois de l'habitat tout à fait dans ce qu'on peut imaginer de plus classique, de plus correspondant au 19e siècle. Et puis, alors, pareil, dans ces matériaux, bois blond, lambris, enfin boiserie, au plafond, lustre et motifs en stuc, etc. Et de très belles cheminées avec bien sûr un miroir donc avec cette fonction du miroir, hein, de renvoyer vers le centre. Enfin, bon, donc on a un appartement qui est... alors il faut dire aussi une chose, c'est que je pense que c'est très important. Il y avait une espèce de... Au départ de contraintes non dites qui a été énoncée par la suite, c'est qu'évidemment, on ne touche pas au bâtiment. Donc cette contrainte se révèle tout à fait intéressante parce que il y a encore pédagogiquement, on se retrouve contraint de se frotter à cet espace, à sa résistance. Et au fond, je crois que les solutions, les décisions ont été marquées par cette chose qui, au départ, n'avait pas été dite, en fait. Donc, ça, c'est très, très important, je pense. Alors, est-ce que ça n'a pas été gênant par rapport aux propositions, justement? Parce que c'est quand même une contrainte sérieuse. Oui, mais alors, c'est une contrainte, mais alors, au bout du compte, c'est une liberté supplémentaire. C'est-à-dire, en tout cas pour nous, pédagogues, c'était vraiment je veux dire, ça nous a aidé à montrer qu'au fond, la question, c'était pas de dessiner une forme de plus, un espace de plus, et qu'il fallait plutôt... donc c'est là où on se pencher sur l'étude des usages, des gestes, et finalement faire un projet qui tenait plus à projeter un ensemble de gestes et de comportements qu'à trouver des solutions à travers des objets. Bon, alors je pense que ça c'est très important pour l'enseignement du design actuellement. Mais ce qu'il faut, je pense que je vais c'est quand même que rappeler la cohabitation, tout ça. Je pense que c'est le moment de le faire. Voilà, dans cet espace qui fait 250 mètres carrés avec sa partition originelle, oui. Accueille une vingtaine de personnes. Oui. Alors, donc, effectivement, les étudiants ont même forcé le trait dans la promiscuité. Oui, oui. Effectivement. Pour répondre à la question de partage-cohabitation, on a procédé, je dirais, avec une fiction documentée. C'est-à-dire qu'on a imaginé, d'abord, on se posait la question de la cohabitation. Donc on a imaginé qu'il y avait dans cet appartement 4 types de situations ou de typologies sociales qui cohabitaient. Donc une cohabitation familiale, donc parents, enfants, une cohabitation estudiantine, jeunes travailleurs, donc c'est le modèle de la coloc, une cohabitation intergénérationnelle, donc une famille avec une personne plus âgée, très jeunes enfants, et puis une cohabitation de personnes âgées avec une aide-soignante. Donc cela a donné lieu à toute une étude, je dirais, à la fois très documentée à travers des études ethnologiques, sociologiques, et à la fois de l'ordre de la fiction à la Pérec, donc la vie, mode d'emploi. Et là, on a imaginé qu'une vingtaine de personnes vivaient dans cet appartement. Et on a
travailler avec les étudiants. Donc là, ce que vous avez, par exemple, l'image qui est projetée, c'est les différentes situations, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a imaginé ces personnes au plus près de leur vie, au plus près de leur temps. C'est-à-dire, on a imaginé chaque pièce, chaque endroit, à chaque heure de la journée, tous les flux, tous les passages, tous les mouvements. Et cela a donné lieu à des propositions de design d'espace, donc d'aménagement. Et ça, c'était une première phase. Donc il y a eu 40 étudiants, il y avait 2 scénarios, et donc très très longue phase d'analyse de l'occupation des lieux, des temps, voilà, avec des fois des solutions très très séduisantes. Je me souviens une paroi amoureuse qui permettait une porosité entre deux pièces de deux personnes âgées qui pouvaient écouter la musique ensemble ou bien partager leur bibliothèque. Enfin, il y avait des choses très comme ça, très 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 étonnantes. Et puis aussi, il y avait des choses totalement ratées, dont Michel m'a fait part. Et il m'a dit ah, mais dans les espaces collectifs, vous n'avez absolument pas traité l'espace. Ce qui était parfaitement vrai. Donc, on a remis l'ouvrage sur l'établi et on a refait une session sur la base de cette étude des scénarios, des cas de situation, en se penchant sur uniquement les activités collectives, donc des espaces collectifs et les tâches collectives. Alors, les activités communes, alors c'était assez simple, hein, mais comment manger, comment se divertir, se réunir, travailler, se reposer, avec cette condition d'une utilisation mutuelle et plurielle des lieux. C'est-à-dire ne pas compartimenter, isoler. Alors, ensuite, sur les tâches collectives, il s'agissait de rendre les tâches plus simples et plus faciles et de favoriser les pratiques collectives. Alors, les tâches en question, on les a listées, les étudiants travaillaient par équipe. Il y avait approvisionnement, gestion des courses, préparation des repas, gestion et valorisation des déchets, administration de l'appartement, entretien du linge, gestion des équipements partagés. Et au départ, on avait une autre pas vraiment une tâche, mais les étudiants voulaient travailler sur la culture partagée. Enfin, et au bout du compte, ça c'était assez intéressant parce que ça n'a pas tenu la route. On s'est aperçu assez vite qu'on ne parlait que finalement d'une matérialisation de la culture. Et donc on a ouvert cette équipe à plutôt la question d'échanges comportant des échanges immatériels, même si ça passe à travers des objets. Ça c'était assez intéressant. Alors, je dois dire aussi, j'aimerais un peu situer ce travail-là par rapport à la Cité du Design d'ailleurs. On a été très très, comment dire, aidés, ou en tout cas, on a utilisé cette étude où on avait comme modèle, en tout cas, l'étude réalisée par Marie-Aude Carès et Philippe Comte qui s'appelle Vers un design des flux, une recherche sur l'innovation familiale. Qui a beaucoup été cité lors du colloque qui a eu lieu ces 2 derniers jours-là. D'accord. On est dans l'actualité. Donc, effectivement, d'une part, il se trouve qu'on pourrait transposer pédagogiquement ce qu'ils ont... Enfin, le concept qu'ils ont placé, c'est celui de l'innovation familiale au design. C'est-à-dire, bon, il y a cette très belle idée, et d'ailleurs c'est ce qu'on a essayé d'expérimenter, c'est qu'au fond, même l'espace privé, tant est qu'il en existe encore un, est traversé par les flux, les marchandises, et au bout du compte, il y a une forme de résistance individuelle, et ce qui se traduit par une forme d'innovation personnelle. Alors, il y a une très belle phrase dans leur étude, comme
par exemple, je cite, l'essentiel, ce sont les formes dans lesquelles les êtres humains se sont appropriés et ont transformé leur univers. Toute personne peut toujours donner le sens qu'elle veut à ce qu'elle fait, gardant obstinément son initiative propre, son autonomie. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de poser comme question. Et quelque part, les étudiants ont travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a ce mélange entre le bon sens et au fond, c'était un moment pédagogique que de passer d'une sorte d'innovation individuelle, passant par le désir, le bon sens, le sens que l'on donne soi-même à ce que l'on fait, à une question de design. Bon, alors ça donne des choses très simples. Enfin, on a imaginé aussi des modes sur le type de scénario, de service, bien sûr, mais aussi ça conduit à imaginer, enfin, en particulier la question de l'approvisionnement. La question de l'approvisionnement peut conduire à énoncer, par exemple, quelque chose d'assez simple, c'est qu'il faut, pour faire les courses, un engin qui puisse porter 35 kilos, qui a 4 compartiments, enfin, ce genre de description. Et on voit là que c'est à partir de ces interrogations, de cette capacité à approcher au plus près les gestes du quotidien, d'y réfléchir à la fois d'une manière innovante, et donc ensuite de passer à des étapes de formalisation, peut-être du projet de design, formalisation qu'on a le plus souvent, on anticipe beaucoup plus rapidement, et peut-être pas toujours avec bonheur, quoi, et justesse. Bon, alors c'est vrai qu'aussi, il y a un côté presque utopique. Enfin, disons que nous n'avons pas la prétention, surtout, d'avoir étudié toutes les questions, ou en tout cas d'avoir abordé tous les détails des questions que l'on a posées. Mais en particulier, c'est vrai qu'on a posé très clairement, j'allais dire presque un projet politique se dégageait. C'est-à-dire la cohabitation, là, elle est voulue d'une certaine manière. Et ensuite, on a posé des questions très concrètes, par exemple, préparer le repas. Surtout avec ça, c'est les contraintes du bâtiment. C'est-à-dire, si on voit la cuisine telle qu'elle est, il est très clair que il faut prendre des décisions. Bon, alors c'est vrai que ces décisions, bon voilà, on voit la cuisine là, donc à gauche on voit la cuisine, à droite on voit la zone de stockage des aliments et tout ça. Donc pour 20 personnes, on a finalement imaginé qu'il n'y avait qu'un seul frigo. Donc autant vous dire, il y a une sorte d'utopie, mais qui est portée par une volonté politique finalement, ou du vivre ensemble. Je vais te laisser respirer un peu. Mais sur cette question de l'utopie, je pense que vous inventez en fait, à mon avis, une nouvelle forme. Alors je ne sais pas encore quel nom lui donner, mais on n'est pas réellement dans l'utopie parce que les situations sont réelles. C'est un lieu réel qu'on crée justement, et on a affirmé cette réalité du lieu justement en montrant un lieu qui avait une partition, qu'il fallait tenir compte de ses contraintes. Et puis, en même temps, on n'est pas dans un projet véritablement réaliste parce que c'est pas un projet de colocation tel qu'il se pratique où les gens se choisissent. Là, c'est vraiment des situations très différentes de gens qui n'ont aucune raison à un moment donné de vivre ensemble. Mais il se trouve que les étudiants ont décidé dans cet espace restreint de les faire vivre ensemble. Donc, à la fois, ça engage cette question de territoire intime, de territoire commun, et en même temps une temporalité, un truc assez bizarre où, comme évidemment il y a une quantité importante d'individus dans ce lieu, il faut arriver dans des espaces communs, eux aussi assez restreints, faire vivre à la fois le moment du repas, le moment des loisirs. Donc il y a à la fois du réel dans les situations, mais
une situation, une concentration peut-être